Classique. 7h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Gérard Leclerc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Et comme tous les matins, nous retrouvons nos amis de LCI pour l'invité politique. Aujourd'hui, Karine Berger, députée socialiste des Hautes-Alpes, spécialiste des questions économiques. Bonjour. Bonjour. Regardons un peu la situation de la France. Une reprise qui est très molle, 1,1% de croissance cette année, 1,5% l'an prochain, avec un chômage au mieux stabilisé, malgré tout ce qu'on a dit, l'alignement des planètes, la baisse des taux, du pétrole, de l'euro, malgré les 41 milliards donnés aux entreprises avec le pacte de responsabilité et le CICE. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la France est encalminée ? D'abord, le problème, c'est que la reprise mondiale est très, très, très lente. On va dire, on ne peut pas vraiment parler de reprise mondiale. Les autres pays européens font quand même mieux que nous, non ? Pas spécifiquement, non. Mais en tout cas, les États-Unis ont une reprise qui n'est pas vraiment une reprise. La Chine est en ralentissement. Et de manière générale, la baisse des prix du pétrole se traduit bien, de manière très claire, qu'il y a un problème de reprise mondiale. Alors la France, dans tout ça, elle repart, c'est vrai, trop lentement. Ce que je regrette le plus, c'est que les 41 milliards de baisse de cotisations patronales, grosso modo, qui ont été mis sur la table, pour l'instant ne donnent rien en termes de gains d'emploi, parce que normalement, on met des baisses de cotisations patronales pour faire en sorte que s'il y a croissance faible, il y a quand même création d'emplois. Qu'est-ce qui se passe ? Vous dites que les chefs d'entreprise ne jouent pas le jeu ? Une partie n'ont pas joué le jeu, une partie joue le jeu, et puis il y a des secteurs qui vont vraiment mal. Le secteur du bâtiment est à un point quasiment le plus bas depuis 25 ans. Mais là, peut-être aussi à cause de mesures qui ont été prises, non ? La loi du flot, des choses comme ça, non ? Ah non, la loi du flot a plutôt... évolué le d'ailleurs. bâtiment n'a jamais été aussi dans une situation aussi grave, donc c'est qu'il se passe quelque chose, non ? Disons qu'on a soutenu le bâtiment avec des baisses fiscales pendant des années et des années et des années, et qu'on arrive à un point où ça passe plus, quoi. Et c'est vrai que le ralentissement très fort du bâtiment, on est vraiment dans un point bas. La question des travaux publics qui est liée aux baisses de dotation aux collectivités locales, et de manière générale, dans certains secteurs, notamment dans les services, la grande difficulté, de toute évidence, des entreprises à traduire ces baisses de cotisations patronales en embauche, fait qu'on est dans une situation qui est une situation que moi je juge trop fragile pour parler vraiment de reprise économique. Alors la conséquence de tout ça, c'est le chômage qui bat des records, c'est le Front National qui a les résultats classés aux élections régionales. Derrière ces élections, il y a eu un choc, tout le monde a dit il faut que ça change. Jean-Pierre Raffarin a dit qu'il était prêt à un pacte républicain pour l'emploi, pour prendre des mesures, donc dans une sorte de consensus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous y croyez ? Alors, j'y crois, je l'espère. J'espère que je vais pouvoir y croire, parce que ça fait 3 ans et demi qu'à l'Assemblée nationale, je vois des positions qui sont des positions littéralement de principe. Quand vous n'êtes pas du camp du gouvernement, vous votez contre le gouvernement. Et d'ailleurs, c'est ce qui se faisait aussi avant, ce que la gauche faisait quand la droite était au pouvoir. Avec une position tout aussi, discutable de la part de la gauche depuis pas mal d'années. Si on pouvait arriver à passer le cap, c'est-à-dire à se mettre d'accord sur ce sur quoi on est d'accord, parce qu'il n'est pas raisonnable d'imaginer que l'ensemble des élus politiques sont d'accord sur rien du tout. Donc vous dites chiche. Moi je dis chiche. Mettons-nous d'accord sur ce sur quoi nous sommes d'accord. Alors justement, c'est quoi ? Sur quoi vous pouvez vous mettre d'accord en matière d'emploi ? La vraie question est celle-là. Déjà, est-ce que une partie de la droite reconnaît la baisse des cotisations patronales voulue par le président Hollande, les fameux 41 milliards ? Parce que pour l'instant, personne n'a jamais reconnu du côté de la droite que c'était quelque chose qui ils disent plutôt en général que c'est pas suffisant, que ça aurait été plus simple de baisser les cotisations plutôt que de faire ce système qui est un peu compliqué. Commençons déjà par nous mettre d'accord sur ça. Ça sera déjà intéressant de voir jusqu'à quel point... Oui, mais ça c'est le passé. Ce qu'il faut faire, il faut peut-être prendre des mesures nouvelles maintenant. Les premiers à avoir critiqué le CICE de manière extrêmement radicale, c'était les élus de droite, avec probablement des effets dans la tête des chefs d'entreprise qui ont entendu que c'était trop compliqué, trop machin, etc. Donc déjà, essayons de nous mettre d'accord sur le fait que cette première étape était nécessaire et que on est là-dessus. Deuxième chose, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que la question, on va dire de manière générale, de la formation professionnelle est véritablement désormais la priorité des priorités dans notre pays ? Mais le problème, c'est qu'il y a eu une loi il y a très peu de temps et qu'à première vue, ça n'a pas suffi. Je fais partie de ceux qui considéraient que la première loi était probablement très timide par rapport... Donc il faut en faire une autre et qui aille beaucoup plus loin. Eh bien, il faut déjà se mettre d'accord sur le fait... Pour mieux utiliser ces 34 milliards, il faut quand même le rappeler, c'est un chiffre énorme du budget de la formation professionnelle. Exactement, j'allais le citer. On est sur des sommes complètement considérables de plus de 30 milliards d'euros qui vont à moins de 10% aux chômeurs.
je ne sais pas si vous venez ce que je viens de dire est compris de manière aussi épouvantable par le système actuel de formation professionnelle. Moins de 10% des 30 milliards de la formation professionnelle vont aux chômeurs. Alors c'est très important de former aussi les salariés tout au long de leur vie. Mais enfin, s'il y a urgence et s'il y a accord à trouver avec la droite, peut-être commençons par ceux qui cherchent un job, ceux qui ont besoin vraiment de bosser et qui n'y arrivent pas à ce stade. Mais Karine Berger, est-ce que le moment n'est pas venu d'aller plus loin, même en brisant certains tabous? Est-ce qu'il ne faut pas assouplir les embauches, comme le demandent les chefs d'entreprise, allonger les contrats à durée déterminée, supprimer ou lisser les seuils qui augmentent les charges des entreprises quand on passe de 10 à 11 salariés ou de 49 à 50, etc. Est-ce que ces mesures dont on parle depuis des années, est-ce qu'il ne faut pas les prendre, même si ça brise des tabous? Mais la question, c'est pas de briser des tabous. De toute façon, comme... la France est dans une situation quand même... Non, mais juste, laissez-moi finir. Si on avait vraiment peur de briser des tabous, on ne serait pas passé de 2 CDD renouvelables à 3 CDD renouvelables en août dernier, ce que cette majorité a fait. Si on n'avait pas peur de briser, de briser des tabous, on n'aurait pas eu la loi Macron sur la table, que d'ailleurs, par ailleurs, je n'approuve personnellement pas. Donc, la question n'est pas celle des tabous, la question c'est celle de l'efficacité. Et basculer d'une peur des tabous à des positions doctrinales qui seraient que forcément, si les salariés prennent plus de précarité, alors ça va créer des emplois. Moi, en tant qu'économiste, on ne me l'a jamais démontré. Cela fait plus de 15 ans que je lis des papiers économiques, que je regarde des années, que j'analyse l'économie et que je regarde les résultats des politiques passées. Jamais personne n'a réussi à démontrer que plus de précarité pour les salariés, ça faisait plus d'emplois. Alors qu'est-ce qu'on fait qui enfin créerait des emplois et ferait baisser le chômage? Formation professionnelle, formation des gens qui sont... Mais ça suffit? Disons que si on arrive déjà à faire en sorte que les... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail en France, mais il y a 4% de la population active qui sont ce qu'on appelle les chômeurs de longue durée. C'est-à-dire que ça fait plus d'1 an qu'ils cherchent du boulot. Ce sont plus de 2 millions, je crois. Priorité absolue à cela. Si on arrive à trouver des solutions pour faire travailler ceux qui cherchent du boulot depuis plus d'1 an, je peux vous assurer que la France n'aura plus le même marché du travail. Parlons des élections en Espagne, avec la droite du gouvernement Rajoy qui est en tête, mais avec seulement 28% des voix, et donc qui n'a pas de majorité. Le Parti socialiste qui fait le plus mauvais score de son histoire, qui est en 2e position. Et puis, 2 nouveaux partis derrière, Podemos et Ciudadanos. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Pour l'instant, c'est un gouvernement introuvable. Malheureusement, c'est un petit peu ce que je retiens en priorité. C'est-à-dire que la difficulté des formations politiques traditionnelles à avoir construit, on va dire, des projets politiques communs avec d'autres formations se traduit par une situation de blocage, que ce soit du côté du PP ou du PSOE. Donc on est en face d'une nouvelle situation politique dans toute l'Europe, qui est que les formations traditionnelles n'arrivent plus à entendre les mouvements de la société et les mouvements notamment des citoyens. Et s'ils arrivent à l'entendre, ils n'arrivent de toute façon pas à en conduire. Ça ne les conduit pas à avoir une proposition politique. En France, vous avez le sentiment que le Parti socialiste entend la société ? Moi, je fais partie de ceux qui, au Parti socialiste, demandent qu'on ouvre beaucoup plus fortement l'ensemble des portes et des fenêtres. J'ai plaidé dans ce sens-là lors du dernier congrès. On n'y arrive pas. Les gens nous disent qu'on est déconnecté de la réalité. Chez moi, pendant toute la campagne régionale, en PACA, on m'a dit « Non mais attendez, vous êtes loin de comprendre ce qu'on vit. » Mais c'est vrai qu'il y a un problème de renouvellement de la politique en France, non ? Quand on voit les têtes, c'est toujours les mêmes depuis 20 ou 30 ans. Quoi. On a 2 problèmes à la fois. C'est-à-dire qu'on a la problématique de la représentativité. C'est-à-dire, effectivement, il faut absolument du sang neuf. L'Assemblée nationale qui a été élue en 2012 est la plus vieille en termes d'âge de tous les temps. C'est-à-dire on n'a jamais élu une Assemblée nationale aussi âgée. Donc on a un vrai problème. Et puis deuxièmement, quel que soit l'âge de la personne, il faut revenir sur ce qu'est la France, sur ce qu'est la vie quotidienne des gens. Chez moi, on me parle de factures énergétiques, on me parle de loyer, on me parle aussi de transport pour aller au boulot parce qu'on n'arrive pas à trouver un endroit... Donc un monde politique trop âgé, pas assez renouvelé et un peu à côté des réalités que vivent les Français. Surtout à côté des réalités. Et si le Parti socialiste ne parvient pas, suite à ce qui s'est passé au régional, à reconnecter avec la réalité, on aura un problème. Et c'est vrai que ce n'est pas uniquement une question d'appareil politique, c'est avant tout une question de corpus politique et de propositions pour les Français. Alors, on devrait apprendre aujourd'hui, ou en tout cas demain, si oui ou non le gouvernement inscrit dans la Constitution la déchéance de nationalité pour les binationaux nés en France. À première vue, il va abandonner cette idée qui avait été pourtant annoncée par François Hollande au congrès de Versailles le 16 novembre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Attendons déjà de voir si c'est le cas lors du Conseil Non, mais des vous êtes ministres. pour ou vous êtes contre? Moi, je suis défavorable à cette mesure de Et déchéance pourquoi? de C'est une mesure nationalité. symbolique, c'est pas enlever la nationalité à des gens qui font du terrorisme, qui tuent des Français, ce serait pas un symbole normal, intéressant? Si on l'enlevait à toute personne qui est dans cette situation-là, c'est-à-dire que si on n'était pas dans la situation folle, ou une personne qui a des parents de nationalités différentes et qui a pu avoir 2 nationalités, serait soumis à un droit différent. Ouais, on ne peut pas créer d'une des personne. apatrides, donc on ne peut le faire effectivement pour ceux qui ont une double nationalité. Donc ça veut dire que la mesure n'a aucun sens si elle est contraire à un principe de base qui est celui que des personnes ne peuvent pas être apatrides. La question de l'égalité des droits dans le pays est très importante. Il y a une autre chose qui fait que je ne suis vraiment pas d'accord avec cette proposition de déchéance de nationalité. On a, depuis le terrible 13 novembre, mis en place un certain nombre de mesures efficace sur le territoire. J'étais à la frontière de Montgenèvre dans mon département pour regarder la remise en place des contrôles aux frontières. C'est efficace, ça marche, on a des résultats en termes de sécurité sur le territoire vraiment conséquents. Quels seraient les résultats efficaces en matière de lutte contre le terrorisme ou de sécurité en général d'une mesure de déchéance de nationalité sur des personnes nées françaises? Ça reste vraiment à démontrer. Ça n'a été utile, en tout cas depuis le 13 novembre, à aucun moment. À aucun moment. Donc l'important, c'est déjà de trouver les choses qui ont fonctionné. C'est vrai que depuis le 13 novembre, les mesures mises en place par Bernard Cazeneuve, par Manuel Valls et évidemment par François Hollande ont trouvé de l'efficacité. J'ai donné cet exemple. Cette mesure, donc, serait pas utile. Celle-là ne le serait pas et la question d'ailleurs de savoir quelle est la façon d'avoir la nationalité française est un vrai débat, mais pas lié à celle de la sécurité du terrorisme. Les Le Pen, Marine et Jean-Marie, le père, soupçonnés d'avoir sous-estimé leur patrimoine, sous-estimé de façon importante des 2 tiers. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Attendons là encore de voir ce que la haute autorité va dire exactement. Mais vous savez, j'ai fait partie de ceux qui ont toujours dit 2 choses. La première, c'est que les Le Pen, c'est l'extrême droite, c'est-à-dire c'est pas un parti comme un autre, c'est un parti qui repose sur la haine de l'autre. La haine de l'autre, en l'occurrence, cette fois-ci, ce sont les musulmans, mais la prochaine fois, ça sera une autre catégorie, en tout cas telle que eux les voient, une autre catégorie de la population française. En revanche, c'est pas parce que c'est un parti d'extrême droite que ce n'est pas un parti comme les autres en matière de risques liés à l'accès au pouvoir ou à la recherche du pouvoir. On voit que les comportements qui ont été chassés d'une certaine façon par la loi sur la transparence financière de la vie politique et qui a été mise en place par le président de la République risquent de s'appliquer de manière terrible sur Madame Le Pen et Monsieur Le Pen. Laissons la haute autorité faire son boulot, mais malheureusement, je ne serais pas très étonnée que en matière d'argent, la famille Le Pen ait beaucoup de choses à se reprocher. Merci Karine Berger, bonne journée. Merci à nos amis de LCI. Sur Radio Classique, eh bien, c'est le journal de Sophie Paulini dans un instant. Chaque jour sur Radio Classique.